Bonsoir à toutes et à tous et à ceux qui nous suivent comme chaque lundi à distance. Les meilleures choses ont une fin et donc ce cycle annuel consacré aux conditions de la paix mondiale, les défis planétaires et les confrontations armées en 2023 s'achève sur une conférence de M. Azargat. On est très heureux de le revoir. Il était venu déjà dans de précédents cycles de la chaire et on est très heureux que ce soit avec sa conférence que se conclut ce cycle annuel 2023. Azargat, vous le savez, est chercheur et enseignant à l'université de Tel Aviv. Il a eu un parcours académique, je dirais pas classique, en tout cas brillant. Après un master à l'université de Tel Aviv, il a été doctorant et docteur de l'université d'Oxford. Il a eu de nombreuses récompenses universitaires, 3 fois titulaire du prix Alexander von Bülow de 3 universités, Fribourg, Constance, Munich. Il a été à Yale Fulbright Fellow et on pourrait multiplier les titres et les mentions de professeurs invités à Georgetown notamment. Il a été en 2019 récipiendaire du prix Emmet pour l'art, la science et la culture, un des prix universitaires les plus prestigieux d'Israël. Il a été aussi titulaire de la chaire Ezer Weizmann de sécurité nationale. Alors vous le savez, ces ouvrages sont, en tout cas de tous les étudiants de master, obligatoirement, de tous les spécialistes, de tous connus pour son travail sur la guerre. Au départ polarisé, notamment sur l'étude de Clausewitz, mais sur toute une série de centres d'intérêt, le rapport entre la stratégie et le nationalisme. Au départ, une carrière qui est concentrée sur l'histoire et la stratégie militaire, avant d'ouvrir, notamment à partir d'un ouvrage qui fait référence de 2006, War in Human Civilization. Alors c'est vrai que, cher Azar, ce qui a été notamment une de vos approches sur le déclin de la guerre, le fait qu'au fond la guerre n'était pas rentable, que l'appel était davantage, a été une théorie, et notamment qui pouvait prospérer dans les périodes post-guerre froide. Et là, la guerre d'Ukraine, d'autres conflits qui ont été à nos portes vous amènent à vous interroger vous-même sur ce qui a été les thèses, mais aussi les contre-thèses à vos... Est-ce que le déclin de la guerre est illusoire ? Quel est l'avenir de l'ordre mondial libéral ? Est-ce qu'on est dans une forme de boucle? Il y en a souvent eu. L'histoire peut progresser, mais il y a quelquefois des retours en arrière. Nos démocraties le constatent, notamment dans ces régressions populistes ou dans ces tentations de l'autorité en tant que régime politique. On voit bien qu'il y a que ce soit dans l'évolution des sociétés, des progrès qui paraissaient complètement définitifs, et puis on voit malheureusement des formes de régression, de retour en arrière, mais qui quelquefois sont les préludes à un pas plus important dans l'autre sens. Au fond, j'imagine que c'est sur ce questionnement, est-ce que, d'une certaine manière, la guerre de l'Ukraine le montre, elle est contre-productive, je dirais, pour tout le monde, à commencer d'ailleurs par celui qui a été l'agresseur et le premier belligérant, qui voit à la fois son crédit international, ses capacités économiques tout court, mise à l'épreuve sa capacité effectivement à faire la guerre pour la transformer en des gains substantiels. Au fond, est-ce que d'ailleurs, c'est une question qu'on a vue durant tout ce cycle, il n'était pas plus confortable et plus efficace pour la Russie de rester dans un stade plus indéterminé de son comportement dans un conflit hybride que dans la guerre ouverte qui révèle
à la fois tout son jeu, mais aussi toutes ses faiblesses. Je pense que c'est de ça dont on va parler ce soir et d'autres choses. Vous connaissez les règles du jeu, puisque vous êtes déjà venu ici. Vous avez la parole, 45 minutes. Ensuite, on échangera un peu et je passerai, c'est un des principes de ces conférences, très largement la parole à la salle, en donnant priorité la parole aux étudiants. Cher Azargat, je vous cède immédiatement le micro et merci d'être présent parmi nous ce soir. Thank you. Merci, professeur Gauthier, de m'avoir invité ici et merci à tous d'être venus. C'est un grand honneur d'être ici. Comme vous l'avez entendu dire, je vais vous parler du sujet suivant. Le déclin de la guerre est-il une illusion? Et je vais aussi dire quelques mots concernant l'avenir de l'ordre mondial libéral. La guerre en Ukraine a ramené encore plus fort la question de savoir si le monde devient de plus en plus pacifique. Cette proposition a rencontré énormément d'incrédulité. Avant même les événements tragiques en Ukraine, les États-Unis et leurs alliés étaient souvent impliqués dans des guerres locales difficiles ces dernières décennies et le caractère pacifique récent de ces dernières décennies peut être attribuable à une hégémonie américaine transitoire. N'avons-nous pas été tentés par une résurgence d'anciennes illusions qui sont encore une fois rejetées par la résurgence de la Russie, par l'essor de la Chine au statut de superpouvoir et par des guerres dures en Asie du Sud et centrale, au Moyen-Orient et en Afrique? Avec la croissance des menaces de guerre à Taïwan et dans la mer de Chine du Sud et avec l'invasion russe d'Ukraine, les réalistes de la théorie des relations internationales ont pu à nouveau lever la tête et affirmer « nous vous l'avions bien dit ». Et pourtant, ils ont complètement raté la donne et ils comparent des choux avec des carottes. Le monde d'aujourd'hui se divise en deux zones très distinctes. Une zone de paix qui englobe tous les pays développés, ceux avec un PIB par habitant supérieur à 20 000 $ de sources non pétrolières ou gazières, et une zone de guerre qui comprend les pays développés ou sous-développés, ainsi que les pays qui n'ont pas réussi à se développer, dont le PIB par habitant est inférieur, souvent bien inférieur à ce seuil. Vous pouvez le voir sur cette carte, la zone de guerre, où la guerre et la menace de guerre sont tout à fait n'est que trop familière. Elle va des frontières de la Chine à 10 000 $ de PIB par habitant et à la Corée du Nord, par l'Asie centrale et du Sud, et le sous-continent indien, vers le Caucase, vers les frontières russes, et au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, où le PIB par habitant n'est que de quelques milliers de dollars, à l'Afrique subsaharienne, et qui sont les parties les plus pauvres du monde. Et dans toutes ces zones, la guerre soit est déclarée ou sur le point de se déclarer, surtout des guerres civiles, mais aussi des guerres inter-États. Au contraire, cette connaissance de la zone de paix est distraite par l'implication persistante des États-Unis et de ses alliés dans des guerres dans les parties les moins développées du monde. Une telle implication est due à des menaces directes venant de ces parties du monde, telles que la guerre contre le terrorisme ou l'Afghanistan, mais aussi des interventions dans des conflits locaux qui perturbent l'ordre mondial libéral, tel qu'en Irak, ainsi que des interventions humanitaires, comme en Somalie, au Kosovo ou en Libye. Après tout, on peut à peine avancer que les États-Unis ont profité de toutes ces guerres. C'est bien le contraire. Ils ont beaucoup perdu en matière de trésors, de vie humaine et de prestige. Et surtout, tandis que les zones sous-développées ou en développement sont une zone de guerre claire, en leur sein, et quelle que soit l'implication des pays étrangers, le monde développé est une zone absolue de paix. Même si les guerres futiles des États-Unis attirent toute l'attention, on peut à peine se demander pourquoi le Canada ne s'inquiète pas du tout de la perspective d'être conquis par les États-Unis, qui auraient par là même accru leur puissance et leur richesse de façon considérable. Encore plus, on pourrait le supposer qu'avec une guerre en Afghanistan. On trouve qu'il est difficile d'expliquer pourquoi exactement telle est la situation. Les États-Unis auraient pu en profiter énormément.
De même, la Hollande et la Belgique n'ont plus peur d'une invasion allemande ou même française. Le moins du monde, une situation qui est sans précédent historique. En Asie de l'Est, en dehors de l'Ouest, les pays les plus développés, tels que le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, et même si pour des raisons historiques liées au passé colonial du Japon, ce n'est pas le grand amour entre ces pays n'ont pas peur de la guerre entre eux ou avec aucun autre des pays développés. En parallèle, ils ont tout à fait peur d'être attaqués par des pays moins développés comme la Chine ou la Corée du Nord. Et le fait que l'Australie ou la Nouvelle-Zélande n'ont pas peur l'un de l'autre peut avoir l'air si évident que cela n'attire pas particulièrement l'attention. Partant, la probabilité de guerre entre pays, démocratie développée, libérale et riche, a atteint un point de fuite où on ne voit plus vraiment le besoin de se préparer pour la possibilité d'un différend militarisé l'un avec l'autre. Ce dilemme sécuritaire entre voisins, cette caractéristique ostensiblement intrinsèque de l'anarchie internationale selon les soi-disant réalistes de la théorie des relations internationales, n'existe plus entre ces pays. Et la même caractéristique s'applique principalement aux guerres civiles. Les démocraties développées modernisées sont devenues quasiment exemptes de guerres civiles du fait de leur forte nature consensuelle, de la pluralité, de la tolérance et en effet d'une plus grande légitimité pour les sécessions pacifiques. Ce que l'on a appelé la longue paix entre les grandes puissances, aucune guerre entre les grandes puissances depuis 1945, est largement reconnue et souvent attribuée à l'équilibre nucléaire, un facteur décisif, à n'en pas douter. L'absence de guerre entre démocraties est reconnue tout autant. Cependant, la baisse de la guerre a été fort bien marquée avant l'ère nucléaire et englobe à la fois les démocraties et les non-démocraties. Entre 1815 et 1914, les guerres entre pays en pleine industrialisation ont baissé en fréquence pour atteindre environ un tiers, pas un déclin d'un tiers, un déclin pour atteindre environ un tiers de ce que c'était dans les siècles précédents, une variation sans précédent. Par exemple, l'Autriche et la Prusse, qui n'étaient pas du tout des démocraties l'une comme l'autre, ont mené un tiers à un quart des guerres qu'elles avaient menées avant 1815. Et donc la longue paix entre les grandes puissances depuis 1945, 78 ans, et le compteur s'accumule, est précédée par la deuxième plus longue paix du monde, sans guerre entre les grandes puissances entre 1871 et 1914, 43 ans, et par la troisième paix la plus longue entre 1815 et 1854, pour un total de 39 ans. Le 19e siècle est reconnu depuis longtemps comme étant de loin le plus pacifique entre les puissances européennes jusqu'alors. Et donc les trois périodes de paix les plus longues, et de loin dans le système moderne des grandes puissances, eh bien, elles se sont toutes passées depuis 1815 et les deux premières ont lieu avant l'ère nucléaire. Il n'y a pas eu de période aussi longue de paix dans le système des grandes puissances modernes avant 1815. Vous pouvez voir ici ces trois périodes de longue paix, la première, la deuxième et la troisième, et la dernière. Nous sommes encore en plein dans la troisième depuis 1945, mais vous pouvez voir la deuxième entre 1871 et 1914, et la première entre 1815 et 1854. Oui, et vous pouvez voir aussi que le 19e siècle est marqué par le phénomène de la longue paix. Et donc, très clairement, il faut parler de l'ensemble de la période de belligérance réduite à partir de 1815. En parallèle, il est nécessaire de rendre compte de l'exception énormément visible, presque de la taille de l'Himalaya, à cette tendance, les deux guerres mondiales. Il est tentant de supposer, et la plupart des gens ont tendance
à faire cette supposition d'instinct que les guerres ont baissé en fréquence ces 2 derniers siècles parce qu'elles sont devenues trop mortelles, trop destructrices et trop coûteuses, ce qui veut dire qu'il y a moins de guerres en nombre parce qu'elles sont plus ruineuses. Mais cette hypothèse se vérifie à peine parce que par rapport à la population et à la richesse, les guerres ne sont pas devenues plus mortelles et coûteuses qu'elles ne l'étaient auparavant. En fait, les guerres entre 1815 et 1914 étaient en fait particulièrement légères. La Prusse a gagné les guerres d'unification allemande dans des campagnes courtes et décisives et à un prix remarquablement faible, et pourtant l'Allemagne ne s'est pas battue ensuite pendant 43 ans. Les guerres mondiales, notamment la Deuxième Guerre mondiale, étaient certainement dans le haut de la fourchette en matière de pertes humaines, mais par rapport à ce que l'on suppose généralement, elles étaient loin d'être exceptionnelles dans l'histoire. Il faut regarder les pertes humaines relatives, le pourcentage de ceux qui sont morts à la guerre dans chaque société, plutôt que le chiffre cumulé créé par le fait que bon nombre d'États ont participé pendant les guerres mondiales. Je vais vous donner des exemples. Dans la guerre du Péloponnèse, de 431 à 403 avant Jésus-Christ, par exemple, on estime qu'Athènes, la guerre entre Athènes et Sparte, les Athéniens ont gagné, on estime qu'Athènes a perdu entre un quart et un tiers de sa population, plus que n'en a perdu l'Allemagne dans les 2 guerres mondiales combinées. Dans les 3 premières années de la Deuxième Guerre punique, Rome a perdu 50 000 citoyens mâles en âge de se battre sur un total d'environ 200 000. Cela fait environ 25% en seulement 3 ans. C'est à peu près autant que les pertes militaires russes et plus que les taux de pertes allemands dans la Deuxième Guerre mondiale. Dernier exemple, pendant la guerre de 30 ans, la perte de population en Allemagne est estimée à environ 1/5, voire 1/3, quoi qu'il en soit, plus que les pertes allemandes pendant les Première et Deuxième Guerres mondiales combinées. On suppose souvent qu'une technologie militaire plus développée pendant l'ère moderne est plus moderne et plus mortelle et destructrice, mais cela veut dire aussi un plus grand pouvoir de protection, comme avec les blindés mécanisés, avec la vitesse et l'agilité des forces mécanisées et des mesures électroniques de défense. Les progrès offensifs et défensifs augmentent souvent de concert et ont tendance à s'annuler ou à se compenser. En outre, on oublie trop souvent que la grande majorité des nombreux millions de non-combattants tués par l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs, les prisonniers de guerre soviétiques, les civils soviétiques meurent de la fin intentionnelle de l'exposition aux éléments et d'exécution de masse plutôt que du fait d'une technologie militaire sophistiquée. Des cas de génocide en général pendant le XXe siècle, comme dans les périodes précédentes, ont été accomplis avec les technologies les plus simples, comme nous le rappelle de façon horrifique le génocide rwandais. Il n'est pas vrai non plus que les guerres des 2 derniers siècles sont devenues économiquement plus coûteuses qu'elles ne l'étaient avant dans l'histoire, là encore par rapport à la richesse globale. La guerre a toujours impliqué énormément de poids économique et c'était le poste de dépense d'État le plus important, à la fois en Espagne ou au XVIe et au XVIIe siècle et en France au XVIIIe siècle. Il y a eu une ruine économique du fait de la guerre et des dettes de guerre impressionnantes, ce qui a entraîné la Révolution dans le cas de la France. En outre, la mort par la faim dans les guerres prémodernes était très répandue. Pensez au Yémen et à certaines parties de l'Afrique de nos jours. Alors, quelle est donc la cause de cette baisse de la belligérance? Et même avant le milieu du XIXe siècle, pendant la première longue paix, des penseurs tels que Saint-Simon, Auguste Comte et John Stuart Mill se sont rendus compte que c'était dû à l'avènement de la révolution industrielle-commerciale, la transformation la plus profonde de la société humaine depuis la transition vers l'agriculture 10 000 ans auparavant. Et pour commencer, cela a entraîné une croissance explosive, cette révolution industrielle,
une croissance explosive de la richesse par habitant, une multiplication par 30, voire 50 du début de la révolution à l'ère actuelle dans les pays qui sont passés par cette révolution. Et donc, le piège avec lesquels les sociétés prémodernes étaient aux prises, décrites par Thomas Malthus en 1799, où une faible croissance des richesses était absorbée par de plus en plus d'enfants et de plus en plus de bouches à nourrir, ce piège était rompu. La richesse n'était plus une quantité fondamentalement finie et un jeu à somme nulle, où la seule question était de savoir comment elle serait divisée, et la force était un moyen d'obtenir une partie plus importante du gâteau. Le gâteau a constamment grandi et la richesse était surtout dérivée de la croissance économique et de l'investissement national, alors que la guerre avait tendance à être une distraction dispendieuse de ces deux activités économiques. Voilà, ici vous avez la croissance du gâteau économique, la richesse. Vous pouvez voir que c'était quasiment plat jusqu'en 1800, et puis vous voyez la croissance exponentielle dans les parties du monde qui ont réussi à passer par le processus de modernisation. Deuxièmement, et donc le gâteau est de plus en plus gros, c'est le petit 1, et surtout du fait des investissements nationaux. Et surtout, l'importance dont on parle souvent des échanges dans l'économie a atteint de toutes nouvelles dimensions du fait justement du nouveau processus de croissance industrielle. Une plus grande liberté de commercer est devenue encore plus attrayante à l'ère industrielle pour la simple raison que la part écrasante de la production en croissance et en diversification rapide avait maintenant pour but d'être vendue sur le marché plutôt que pour être consommée directement par les paysans producteurs eux-mêmes. Par conséquent, les économies n'étaient plus seulement majoritairement autarciques, et elles étaient devenues de plus en plus interconnectées par la spécialisation, l'échelle et l'échange. Et les dévastations à l'étranger pouvaient entraîner une dépression de l'ensemble du système et auraient été un dégât pour le bien-être d'un État. Ce que décrivait John Stuart Mill de façon abstraite dans les années 1840 a été répété par Norman Angell pendant la Première Ère mondiale, avant la Première Guerre mondiale, et c'était la pierre angulaire des critiques des réparation si dure imposée à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale par John Maynard Keynes. Si l'économie allemande n'avait pas le droit de se remettre, eh bien l'économie mondiale ne pouvait pas non plus se remettre, et c'était une question d'intérêt propre pour les vainqueurs. La plus grande ouverture économique a fait baisser aussi la probabilité de guerre en dissociant l'accès économique des limites des frontières et de la souveraineté politique. Il n'est plus nécessaire de posséder politiquement un territoire afin de pouvoir en profiter. Parmi tous ces facteurs, l'interdépendance commerciale a attiré la plupart de l'attention dans la littérature universitaire. Mais cet échappatoire au piège malthusien avec la croissance industrielle rapide a été la cause sous-jacente à la fois de l'interdépendance commerciale et du libre-échange, et c'est ce que l'on peut décrire au mieux comme étant la paix de la modernisation. Et donc, plus le rendement de la coopération économique concurrentielle est élevé, plus les conflits deviennent contre-productifs et moins ils sont attrayants. Plutôt que le fait que la guerre devienne de plus en plus coûteuse, comme on le pense généralement, c'est plus en fait que la paix est devenue de plus en plus rentable. Si tel est le cas, pourquoi a-t-on continué de voir des guerres se produire ces 2 derniers siècles, mais à une fréquence moins élevée ? Eh bien, tout d'abord, les tensions ethniques et nationalistes ont souvent dépasser la logique des nouvelles réalités économiques, ce qui explique la plupart des guerres en Europe entre 1815 et 1945. Prenez les guerres qui ont séparé la première et la deuxième longue paix. À l'exception de la guerre de Crimée, il y a eu la guerre de 1859 qui a entraîné l'unification de l'Italie et les guerres de l'unification allemande, 1864, 66 et 70. Et les tensions ethniques et nationalistes continuent d'être la principale cause de guerre de nos jours, surtout dans les parties les moins développées du globe. En outre,
Le nationalisme était un facteur contributeur majeur dans la retraite du libre-échange dans les économies nationales à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, alors que les nouvelles puissances industrielles, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et la France, se sont remis au protectionnisme. Cela a entraîné le retour de l'impérialisme à partir de 1882, car la hausse du protectionnisme signifiait que l'économie mondiale émergente pouvait être divisée plutôt qu'ouverte, et chaque domaine impérial était de fait fermé aux autres. Et il y a eu un effet boule de neige, car chaque puissance s'est hâtée de pouvoir accaparer ce qu'il pouvait, tant qu'il le pouvait encore. Et la taille d'une nation n'a pas de grande importance dans une économie internationale ouverte. Les citoyens du petit Luxembourg sont aussi riches, voire plus riches que les citoyens des États-Unis. Au contraire, la taille devient la clé de la réussite économique dans une économie internationale fermée néo-mercantiliste, car les petits pays ne peuvent pas produire tout eux-mêmes. En outre, dans une économie mondiale divisée, la puissance économique augmente la force nationale, tandis que la force nationale défend et accroît la puissance économique. Là encore, il devient nécessaire de posséder politiquement un territoire afin de pouvoir en profiter économiquement. Cela explique la hausse des tensions entre les grandes puissances qui est associée avec la course impérialiste qui a entraîné en fin de compte la Première Guerre mondiale. Et cela s'est achevé dans les années 30 avec la Grande Dépression parce que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont quasiment fermé leur territoire et leurs empires à l'importation avec des tarifs douaniers élevés. Pour les territoires confinés territorialement comme l'Allemagne et le Japon, le besoin de sortir et de créer un Lebensraum impérial ou une sphère de coprospérité est-asiatique avait l'air particulièrement pressante. C'était vraiment les germes des deux guerres mondiales. En outre, ce retrait du libéralisme économique a entraîné l'arrivée au pouvoir d'idéologies et de régimes politiques antilibéraux et antidémocratiques qui incorporaient un credo de violence, le communisme et le fascisme. Depuis 1945, la baisse des grandes guerres s'est approfondie encore plus. Les armes nucléaires ont été un facteur crucial dans ce processus, mais on pourrait voir de façon tout aussi importante l'institutionnalisation du libre-échange et le processus étroitement lié de croissance rapide et soutenue. La diffusion de la démocratie libérale est aussi un autre grand facteur. Dans le monde actuel, tous les pays développés sont démocratiques. Mais si tel est le cas, comment peut-on distinguer entre démocratie et développement et déterminer lequel des deux est la clé de la paix? Considérant, il faut penser aux choses suivantes. Tout d'abord, les démocraties prémodernes, telles que la Grèce ancienne ou l'Italie, étaient sans arrêt en guerre l'une contre l'autre, et ce n'est que lorsque la justification de l'acquisition de la richesse a changé la donne, la modernisation a amené les démocraties à cesser de se faire la guerre. Deuxièmement, les non-démocraties se sont battues beaucoup plus pendant l'ère industrielle par rapport... se sont battues beaucoup moins pendant l'ère industrielle qu'avant. Deuxièmement, l'étendue de la démocratie en soi a été le résultat de la modernisation. Il faut savoir qu'aucune démocratie à une grande échelle, au-delà de l'État-nation ou du canton, a existé nulle part avant la modernité. De ce fait, l'échange, le commerce, l'interdépendance commerciale et la démocratie, qui sont les causes du développement de la paix, sont une fonction de la modernisation qu'elles entraînent à leur tour. Cela étant, même si les États non libéraux et non démocratiques sont également devenus moins belligérants pendant l'ère industrielle, ce sont quand même les démocraties libérales qui ont le plus tiré parti de ces aspects, disons, riches de la pacification, en s'appuyant sur la force intérieure, au pays. Les pays non démocratiques ont trouvé naturel de faire usage de la force à l'étranger,
Par contre, les démocraties libérales qui se sont socialisées en quelque sorte, qui ont appris la paix et préféré la médiation au pays, les citoyens s'attendent à ce qu'on applique les mêmes normes à l'international et vivant dans des sociétés tolérantes, elles s'attendent à respecter le point de vue de l'autre. La promotion de la liberté, de l'égalité, la participation démocratique a fait que les puissances démocratiques, même si à l'origine elles possédaient d'immenses empires, ont trouvé qu'il était de plus en plus difficile de justifier l'autorité sur les étrangers sans leur consentement. Et avec la sanctification de la vie, de la liberté et des droits de l'homme, elles se sont rendues compte que la répression par la force était vouée à l'échec. De plus, avec la recherche du bonheur par les particuliers, au-delà des valeurs du groupe, le sacrifice de la guerre a perdu sa légitimité dans les sociétés libérales démocratiques. Et donc la guerre, la légitimité de la guerre dans des conditions aussi étroites est considérée comme une position abhorrente et abominable et indésirable. L'hégémonie américaine, qui est citée comme l'explication pour la paix, même auprès des réalistes très gênés par cela d'Europe occidentale, cette hégémonie est un facteur important, mais n'est pas la cause profonde de ce phénomène. Il faut se dire que les États-Unis, dans leur rôle de policier, de gendarme du monde, n'ont pas réussi à imposer la paix dans de grandes parties du monde en développement. L'idée que l'Allemagne contemporaine de 80 millions d'habitants est, du fait de l'hégémonie américaine, incapable de se réaffirmer en tant que puissance militaire est bien entendu ridicule. Les États-Unis ne sont pas en mesure d'imposer quoi que ce soit, même en Iran ou en Afghanistan, les pays d'autres régions du monde développé, je pense notamment à l'Europe occidentale, sont tout aussi intéressés par le développement pacifique que les États-Unis. Passons maintenant à l'aspect, disons, plus sombre de cette situation qui n'est pas toute rose. Il y a une menace qui est susceptible de se maintenir au cours du XXIe siècle, c'est la perspective du terrorisme non conventionnel compte tenu de l'évolution actuelle et notamment en biotechnologie, des scénarios qui autrefois étaient réservés à la science-fiction ou au genre de James Bond sont devenus de plus en plus réalistes. Un super virus créé en laboratoire pourrait faire du coronavirus un jeu d'enfant et la technologie en question se développe très rapidement. Il est difficile de voir comment cette menace peut être contrée et empêchée de se manifester quelque part tôt ou tard. Et puis, il y a une autre menace encore plus significative, et j'en ai parlé dans un article de 2006 de Foreign Affairs, à une époque où tout le monde célébrait la fin de l'histoire et le triomphe du monde de l'ordre libéral. C'est le retour d'un nouveau type de régime capitaliste et autoritaire qui était absent de la scène depuis la défaite de l'Allemagne et du Japon en 1945. La Chine, qui était une petite économie communiste, qui est devenue une superpuissance autoritaire et capitaliste, la Chine donc est maintenant l'un des grands défis jetés à l'équilibre des forces. La Russie, qui est bien en arrière de la Chine, à l'exception de la sphère nucléaire, est également revenue de son libéralisme post-communiste pour assumer une position nationaliste de plus en plus autoritaire associée à une position de plus en plus agressive au-delà de ses frontières. J'ai dit à l'époque, même si les grandes puissances autoritaires et capitalistes, notamment la Chine, étaient intégrées dans l'économie mondiale, néanmoins, la perspective se maintenait de relations antagonistes avec le monde démocratique, antagonisme accentué par la rivalité idéologique, le conflit potentiel et réel, la course aux armements et de nouvelles guerres froides. Depuis lors, la Chine et la Russie sont devenues de plus en plus autoritaires et oppressives sur le plan intérieur. La Chine actuelle peut être considérée comme semi-totalitaire. Quant à la Russie, elle a adopté la répression autoritaire de manière de plus en plus brutale depuis l'invasion de l'Ukraine. Et en même temps, les deux pays se sont
affirmées de plus en plus et sont devenues de plus en plus agressives à l'international. Depuis la crise économique de 2007-2008 et les soulèvements constatés dans différentes démocraties, la crise des migrants, les tensions ethniques, les pressions sécessionnistes aussi bien au sein de l'Union européenne que dans certains de ses États membres, les écarts idéologiques et les tentations totalitaires de certaines grandes puissances associées à la perte du prestige des grandes puissances capitalistes à un niveau sans précédent depuis la chute du communisme et du nazisme. On peut espérer que les menaces actuelles soient moins grave qu'elle ne l'était à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, mais est-ce que la Chine va s'affirmer de plus en plus? Sera-t-elle aussi agressive avec l'accroissement de sa puissance et de sa richesse, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que la richesse va faire de son peuple et de son gouvernement va donner à son peuple et à son gouvernement une attitude plus adverse à l'action militaire, comme c'est le cas dans le monde développé? Compte tenu de la taille de la Chine, de sa puissance et de ses traditions historique, à mon avis, la question reste ouverte et c'est probablement la principale question qui nous taraudera au cours du XXIe siècle. La perspective du retour au protectionnisme alimenté par de nouvelles tensions militaires ne fait que renforcer la possibilité, en tout cas la probabilité d'affrontements armés, puisque la production et les échanges sont de plus en plus liés au territoire et à l'autorité directe. Le système de libre-échange a été exploité par la Chine sous la forme de vol de connaissances et l'incitation aux sociétés étrangères de céder leur savoir-faire. Mais la véritable menace, c'est l'utilisation de la richesse tirée du libre-échange pour exercer des pressions politiques et militaires, notamment la menace de la guerre. Comme Adam Smith, qui est le grand théoricien du libre-échange, l'a dit, la défense est plus importante que la richesse. D'un autre côté, si le protectionnisme, les blocs commerciaux réapparaissent, l'incitation de la Chine à avoir toute la mainmise sur ses ressources, notamment dans les mers du sud de la Chine, reste de plus en plus prégnante. Donc il n'y a pas de solution facile à ce problème. L'exportation de matières premières par la Russie, qui est une kleptocratie qui n'a pas de secteur productif, fait que celle-ci est de plus en plus attirée par l'exercice de la puissance chez ses voisins. C'est le seul choix qui lui reste. C'était le cas notamment en Géorgie et c'est le cas actuellement en Ukraine. Si l'on se retourne sur les raisons du triomphe de la démocratie au cours du XXe siècle, les situations, les raisons en tout cas étaient différentes par rapport aux oppositions, aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Au bout du compte, les grandes puissances communistes, l'Union soviétique et la Chine, ont perdu parce que malgré leur taille, malgré leurs ressources, leur système économique était inefficace. Donc leur échec était structurel. Par contre, les grandes puissances capitalistes autoritaires et totalitaires, et notamment l'Allemagne, mais également le Japon, ces pays-là étaient aussi économiquement avancés que les puissances démocratiques. Si elles ont perdu la guerre, c'est parce que l'une des grandes démocraties, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique, était un géant continental qui les dominait largement. Le XXe siècle est connu comme étant aussi bien le siècle de la démocratie que le siècle américain, mais les deux sont intimement liés l'un à l'autre. Les États-Unis d'Amérique ont été l'objet de nombreuses critiques, certaines plus justifiées que d'autres, mais si les États-Unis n'avaient pas été là, la Grande-Bretagne et la France auraient probablement perdu la guerre avec l'Allemagne dans les deux cas, dans les deux grandes guerres mondiales. C'est quand même une réflexion quand même préoccupante, parce que cela veut dire qu'on aurait eu un destin très différent dans un monde non démocratique. Ce serait un monde très différent aujourd'hui et une toute autre théorie du développement. La grande nouveauté dans le monde actuel, c'est que nous avons une très grande puissance, une superpuissance, à savoir la Chine, donc, qui est à la fois autoritaire et capitaliste et en même temps potentiellement le plus gros acteur de tout le système.
Les États-Unis d'Amérique, en coopération avec leurs alliés, sont quand même la nation indispensable du XXIe siècle, comme il l'était au XXe siècle, pour assurer un ordre mondial qui soit à la fois politiquement et économiquement libéral, alors sans garantir la victoire de cet ordre libéral pour autant. Les États-Unis d'Amérique sont le principal pilier pour empêcher la destruction de cet ordre économique. Alors, il est certain que la puissance américaine, qui était sans rivalité pendant un bref moment unipolaire dans les années 1990, connaît actuellement un déclin relatif, alors qu'au cours du XXe siècle, les États-Unis représentaient à peu près un tiers du PIB mondial et de la puissance productive. Actuellement, le PIB américain est en déclin, il ne représente qu'un quart du PIB mondial, et les autres pays beaucoup plus peuplés d'Asie, de l'Est et du Sud-Est et du Sud connaissent une forte industrialisation. D'un autre côté, même si la Chine se rapproche des États-Unis en termes de PIB total, par habitant, ce PIB n'est qu'un quart ou un cinquième plutôt du monde développé, et comme on l'a vu depuis longtemps, sur la démographie est probablement le talon d'Achille de la Chine. La fécondité est passée en deçà du taux de remplacement dans le monde développé, et la Chine, contrairement aux autres, vieillit avant d'avoir atteindre la richesse, et elle va atteindre en quelque sorte un mur économique dans un avenir assez proche. Par comparaison, les États-Unis, c'est un pays d'immigrants, est une véritable pompe démographique qui a dépassé le cap du 100 millions d'habitants après la Première Guerre mondiale, 200 millions dans les années 60, 300 millions d'habitants il y a environ une quinzaine d'années, et actuellement les États-Unis comptent quelques 324 millions d'habitants et passeront le cap des 400 millions d'habitants au cours du XXIe siècle. Alors on peut comparer cet accroissement spectaculaire avec la croissance démographique modeste des pays d'Europe au cours du XXe siècle. La densité de la population américaine ne représente qu'un quart de ce qu'elle est en Europe et en Chine, un dixième de ce qu'elle est en Inde et au Japon. Il se peut fort bien que d'ici à la fin du siècle, avec le déclin de la population chinoise, l'écart de population entre la Chine et les États-Unis se réduira considérablement. En raison de la difficulté de donner des prévisions valables et le fait qu'on ne dispose pas de suffisamment de temps, je ne vais pas approfondir ce regard dans la boule de cristal, mais quand même, quand on a examiné les facteurs économiques et démographiques, il faut quand même ajouter deux mots sur le leadership. Les dictateurs qui connaissent mal le monde extérieur et qui ont l'habitude de mener leur propre pays à la baguette font souvent des erreurs de jugement. En particulier, Poutine a montré le jeu, dévoilé le jeu de la Russie, a montré que ce pays a des pieds d'argile et a fait que l'esprit nationaliste de l'Ukraine s'est renforcé. Ceci a également renforcé le rôle de l'OTAN et le réarmement du monde occidental. En même temps, le président chinois Xi Jinping a à lui seul réussi à inquiéter tellement les voisins de la Chine que ceci a renforcé l'alliance pour justement essayer de contenir la Chine. Cette alliance va du Japon, en passant par l'Asie du Sud-Est, l'Océanie, l'Inde et les États-Unis étant le pilier derrière tout cela. Un peu à l'image de l'Allemagne au cours du XXe siècle, la Chine se plaint d'être encerclée. L'Allemagne a entraîné une catastrophe non seulement sur elle-même mais le reste du monde. Et de la même façon, un tel conflit avec la Chine serait une catastrophe à l'échelle mondiale. Il est clair que la Chine envisageait une invasion militaire de Taïwan. Ce que l'on peut espérer, c'est que les enseignements de l'Ukraine auront montré à la Chine que en sous-estimant la réaction du monde occidental, il y avait là une erreur stratégique. Alors, la guerre a diminué, a même disparu sous presque toutes ses formes dans le monde développé. Il n'y a pas d'illusion de ce côté-là, ça n'est pas un mirage, c'est une situation effectivement positive, très
optimisme, mais les raisons profondes de la paix dans la sphère du développement et donc les limites de la zone de paix doivent être bien comprises pour pouvoir calibrer nos propres attentes par rapport aux difficultés qui nous attendent. La guerre en Ukraine, comme les guerres en Afrique, au Moyen-Orient et même dans le sous-continent indien et tout autour de la Chine et en Corée du Nord, tout cela nous montre que la zone de guerre du monde est toujours animée et pourrait donner lieu à des conflits armés destructeurs qui pourraient faire intervenir des armes nucléaires, aussi bien en Ukraine que dans d'autres régions du monde. Je vous remercie de votre patience. Merci pour cette réflexion qui m'amène quand même à venir questionner. Alors, dans la position, évidemment, un peu de logique du contradicteur. Alors, la première, c'est si finalement la guerre est en déclin, comment on explique sa réapparition, sa résurgence systématique, parce que dans l'histoire, c'est quand même ce qu'il y a de plus frappant, plus de milliers, de dizaines de milliers d'années d'humanité, si on remontait à la préhistoire. Et la seule chose qui n'est pas passée à la rivière, c'est quand même la guerre. Et hélas, que ce soit ce conflit en Ukraine, qui très durement vient remarquer notre territoire du fléau des conflits sur le vieux continent, mais au fond, même dans une période qui était beaucoup plus optimiste, celle post-guerre froide, la guerre d'Irak, plus récemment les guerres Arménie, Azerbaïdjan, etc. Donc comment on est sûr que on allégerait ce fardeau d'une espèce de fatalité de la guerre. Bon, vous le savez, je l'ai dit plusieurs fois, moi je n'essentialise pas la guerre, mais je m'interroge quand même sur cette récurrence historique. Alors dire que la longue paix démocratique, oui, c'est une théorie qui fonctionne. Mais alors d'abord, elle fonctionne avec quand même des accommodements, parce que est-ce que c'était la paix démocratique entre 1815 et 1854, quand on avait plutôt affaire à une sainte alliance qui opprimait les peuples? Est-ce qu'ensuite les démocraties se sont pas fait la guerre? C'est quand même un régime constitutionnel parlementaire que le régime allemand, que le régime prussien. La deuxième grande période de paix, elle est en réalité entre des démocraties et des régimes autoritaires, communistes et dictatoriaux, qui se sont d'ailleurs à la fois constamment opposés dans cette période de paix, mais qui ont su la régler, qui se sont aussi unis pour faire obstacle, parce que c'est vrai qu'heureusement que les Américains sont venus sauver les Européens, mais il y avait quand même sur le front Est la mobilisation des forces soviétiques qui ont aussi participé à cet effort. Et d'ailleurs, ils ont été unis quelque part dans la victoire, comme ensuite ils ont été unis dans une espèce d'opposition totale et empêchant finalement d'en découdre dans une guerre qui aurait été fatale grâce notamment à l'équilibre de la terreur et à la dissuasion nucléaire. Donc est-ce qu'il n'y a pas une espèce de vision qui est quand même très polarisée sur l'Occident, sur les Européens, sur la manière dont justement ils ont rêvé ou pensé enfin, ils exorciseraient le spectre de la guerre, cette malédiction, par plus d'échanges, par la démocratie, par des valeurs partagées en commun. Donc ça, c'est le premier élément de réflexion. Le deuxième élément de réflexion, mais pas aussi abouti, évidemment, que votre propre réflexion. Donc, excusez-moi si les formulations sont, je dirais, moins construites que votre propos. La deuxième, c'est que finalement, ça me fait peur.
Parce que la démocratie a toujours été dans l'histoire plutôt un régime minoritaire, mais dans le monde dans lequel on vit, il le devient de plus en plus. Bon, si on ajoute l'Inde, si on ajoute tout ça, on arrive voilà, à 3-4 milliards d'individus qui vivent dans des démocraties. Mais si on prend la démocratie au sens occidental, qui implique la liberté de la presse, qui implique l'égalité de chaque citoyen devant la loi, qui implique... à ce moment-là, on est quoi, 10% de l'humanité, donc 8-10%, oui, 8-10% quand même. Donc c'est quand même pas très nombreux. Et justement, est-ce que ça n'avait pas été le grand rêve post-guerre froide? On était à la fois des démocraties, on était à la fois les plus riches, on était supérieurs militairement, et finalement on allait, y compris par des opérations militaires, rétablir le droit, faire prospérer nos valeurs, les droits de l'homme. Et puis qu'est-ce qu'on voit dans ces années 2020? C'est l'échec d'une politique expéditionnaire, qu'elle soit en Afghanistan ou qu'elle soit en Irak, et puis c'est le fait qu'on est finalement face à nous-mêmes, pas certains de maîtriser la paix comme on l'a maîtrisée dans les 30 dernières années. Donc je serais plutôt inquiet quand même en disant s'il faut compter sur la démocratie de manière générale, qui est un modèle qui prospère peu, parce que hélas il est bloqué, et sur les démocraties qui sont par ailleurs minoritaires dans ce monde et qui ne détiennent plus tous les éléments de la supériorité, une inquiétude. Le dernier point qui m'a aussi un peu... Alors là j'interroge le spécialiste de Clausewitz. La guerre et la politique et la poursuite de la politique par d'autres moyens, mais le terrorisme, c'est aussi la poursuite de la politique faute d'autres moyens, pour beaucoup de ceux qui ont eu recours au terrorisme. Le terrorisme a été dans l'histoire un préalable à des conflits, une phase postérieure au conflit, voire un parasite des conflits. Donc est-ce qu'on peut, si on pense que la guerre décline, mais que le terrorisme, lui, ne décline pas, peut-on avoir une vision qui est, comment dirais-je, qui idéologiquement et politiquement considère le terrorisme simplement comme un débordement de violence ou une forme anthropologique de la violence, mais qui ne signifie rien politiquement? Bien sûr, ça signifie politiquement quelque chose, même si ce n'est que le fanatisme. Ça signifie quand même quelque chose. Ça signifie quelque chose qui travaille de l'intérieur des sociétés, qui certes s'alimente de la haine, mais qui fait de la confrontation, qui fait du conflit. Et nul doute d'ailleurs que si, par exemple, Daesh s'était développé autrement, il accédait progressivement à des formes d'usage de la guerre d'un proto-État. Il se dotait des moyens, d'une armée, et puis s'il avait eu plus de moyens encore, il aurait basculé, et il l'a fait en partie, dans des combats classiques et dans une guerre classique. Donc voilà, je suis désolé, c'est toujours le but du participant d'interroger le conférencier dans un propos qui est bien moins construit que le vôtre. Donc veuillez m'excuser, mais quand même en vous provoquant un peu pour que vous répondiez sur ces 3 points. Le premier, la récurrence dans l'histoire. Le deuxième, le défi pour les démocraties, pour la démocratie et les démocraties dans le monde qui vient. Et enfin, le questionnement sur le terrorisme, qui est, selon vous, la principale menace des années futures, quoi. Parmi. Thank you. Je vous remercie. Et pour récapituler ce que j'ai dit, il y a, disons, un changement radical dans l'histoire de l'homme avec la révolution industrielle. Vous pouvez vous renvoyer à ce graphique. On voit qu'il y a une immense différence entre la situation pré-moderne et l'époque moderne. Vous avez des revenus, des richesses qui ont été multipliés par 30 à 50 dans le monde industriel. C'était sans précédent dans les sociétés précédente, c'était le piège malthusien. Tout le monde vivait à la limite de la famine, restant toujours en deçà du seuil de famine. Et là, tout d'un coup, vous avez des populations qui ont connu la révolution industrielle et qui sont sorties de ce piège malthusien en devenant véritablement riches. C'est ce qui ressort de cette diapo. On voit que la croissance démographique la croissance économique a dépassé la croissance démographique. Pardon.
Pardon, il y a eu un souci technique, excusez-nous. Le rapport entre le développement et la paix. It came up. Ah, elle est de nouveau à l'écran. Donc, vous avez vu en tout cas le graphique qui faisait apparaître la croissance économique. Ça, c'est une carte du monde aujourd'hui. Vous voyez les parties en bleu. Est-il concevable que la France envahisse la Belgique et les Pays-Bas? Par le passé, c'était le cas. La France voulait annexer les Flandres et les Nord, mais aujourd'hui, est-ce imaginable? Ou l'Allemagne, à son tour, ce serait impensable aujourd'hui, mais l'Allemagne, par le passé, bien sûr, envahit la Belgique et les Pays-Bas. Aujourd'hui, c'est absolument inimaginable. Et alors, pourquoi les États-Unis n'envahiraient-ils pas le Canada? Qu'est-ce qui protège le Canada? Au XIXe siècle, les États-Unis se disaient que le Canada ferait finalement partie des États-Unis d'Amérique. Ça n'est jamais arrivé. Et les États-Unis n'ont jamais envisagé de le faire vraiment, même si les États-Unis seraient devenus une superpuissance encore plus puissante si ils avaient envahi le Canada. Pensez aux grandes puissances d'Asie, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. Est-ce que ces pays ont peur l'un de l'autre? Bon, ils ne s'aiment pas, ils ne s'embrassent pas sur la bouche en raison du passé colonial, mais pour autant, est-ce qu'il est question de guerre entre ces trois pays? Bien sûr que non, pas le moins du monde. Alors, ils sentent la pression de la Chine ou de la Corée du Nord, mais pas de tension entre ces trois pays. Alors, vous avez reconnu le fait qu'il y a un changement, à savoir que les démocraties ne sont plus en guerre les unes contre les autres, c'est exact. Pour autant, bon, là, cela constitue un changement, mais la vraie question que je pose est de savoir, est-ce que ce changement est dû à la démocratie ou quelque chose qui sous-tend la démocratie? Avant l'ère moderne, les démocraties, à l'époque de la Grèce antique ou de l'Italie ancienne, ces démocraties se battaient l'une contre l'autre. Au XIXe siècle, vous avez également des non-démocraties qui n'allaient pas à la guerre. Je pensais l'Autriche et la Prusse qui ont mené entre 1815 et 1845 n'ont mené qu'un quart des guerres qu'elles avaient menées précédemment, alors que ce n'étaient pas des démocraties ni l'une ni l'autre. Et il n'y avait pas la démocratie à l'échelle d'un pays avant le 19e siècle. Avant le 19e siècle, nulle part au monde vous n'aviez de démocratie. Vous n'avez pas de pays démocratique. Vous avez des cités ou des cantons comme en Suisse qui étaient démocratiques, mais c'est tout. Il n'y avait pas de pays démocratique. Alors comment se fait-il que la démocratie a pu émerger à la fin du XIXe siècle enfin, dans les pays en Europe qui étaient en développement, cette démocratie n'est apparue qu'au cours du XIXe siècle. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que ces pays sont devenus réellement démocratiques. Pourquoi si tard? Est-ce qu'ils n'avaient pas eu l'idée précédemment? Non, c'est pas ça. C'est la modernisation qui avait été amenée par l'industrialisation, et ça, c'était la force qui a rendu possible la démocratie à l'échelle d'un pays tout entier, en raison également des développements des transports, de l'alphabétisation, du fait de la communication, parce qu'autrefois, il était impossible d'atteindre les paysans à l'époque pré-moderne. Et là, tout le monde allait à l'école, tout le monde faisait son service militaire ou se joignait à l'armée nationale, tout le monde apprenait à lire et à écrire, et c'est ça qui a rendu la démocratisation des pays à l'échelle nationale. Donc ça, c'était une des raisons du changement. On peut aussi penser qu'à force de s'être fait tellement la guerre au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle et même au début du XXe siècle, ils ont épuisé leur capacité. Mais je pense que tout le monde ici est d'accord sur l'idée de la paix démocratique comme... Alors ça ne s'était jamais passé auparavant. Attendez. Rome a perdu un quart de ses citoyens hommes entre
218 et 216 pendant les 3 premières années des guerres d'Hannibal, des guerres puniques. Et pourtant, Rome a continué de se battre après des pays tout entiers. Comme vous l'avez dit, la guerre était une occurrence constante pendant toute l'histoire prémoderne. Et cela n'est plus le cas. Même si le 19e siècle avait eu assez peu de guerres, relativement parlant, les pays ne se faisaient pas tant la guerre parce que, comme le futur chef d'état-major de la Prusse, Moltke, a dit en 1841, avant de devenir chef d'état-major, avant de devenir le dirigeant, l'architecte de la victoire prusse sur la France et l'Autriche, il a dit: ces 20 dernières années, sans guerre, la richesse et la population de la Prusse se sont tellement développées du fait de l'industrialisation. Et ça, c'est Moltke en 1841. Il y avait eu un changement et tout le monde l'avait ressenti. Et la plupart d'entre eux, les plus intelligents, ont pu vraiment toucher du doigt la cause de cette modification. Donc je pense que sur la paix démocratique, on est d'accord. Alors après, c'est vrai que ce qui m'interroge, c'est que une science industriellement très développée, très insérée dans le tissu de la mondialisation, au fond, pourrait vivre soucier de l'avenir d'un pays démocratique ou qui se rapproche de la démocratie comme Taïwan. Pourquoi ça devient obsessionnel? Pourquoi pour la Russie, qui était inséré diversement dans le réseau d'échange, mais qui était quand même suffisamment inséré pour que l'ensemble de l'énergie européenne soit tributaire et de la production d'énergie allemande. Donc il y avait bien un échange. Alors, pas clair, mais comment de manière presque contre-productive par rapport à leur ambition, ils se lancent dans un conflit de conquête qui apparaît être d'un autre âge, qui justement, alors que la richesse se fait sur aujourd'hui la circulation des données, sur les flux, pourquoi refaire de la conquête territoriale alors que toute la preuve qui a été donnée par les guerres, c'est extrêmement difficile d'administrer des pays, surtout quand ces pays vous rejettent. Donc comment se fait-il que quand même l'aspect mécanique de l'intégration dans la mondialisation, dans le commerce, du développement économique, pour ceux qui ne sont pas encore de démocratie, mais qui pourraient le devenir, si c'est à partir de là qu'il y a des soubassements qui produisent de la démocratie, pourquoi reste-t-il encore dans des logiques d'affrontement qui paraissent des logiques non seulement d'un autre âge, mais même contraires à leur intérêt? Il y a là une espèce d'absurdité qui est un mystère. Là encore, comme je l'ai dit, nous vivons dans le même monde géographique, mais nous ne vivons pas dans la même époque, en gros, disons. Les parties développées du monde n'habitent pas dans le même monde que les pays non développés en matière de l'ère de l'histoire dans laquelle nous vivons. Les pays moins développés sont piégés, enfermés. Prenez la Russie, par exemple. Vous avez dit à la fois la Russie et la Chine, leur PIB est d'environ $10 000 par habitant. C'est moins d'un quart du PIB par habitant français et moins d'un cinquième de la valeur pour les États-Unis. Donc nous voyons tout d'abord qu'avec la Russie, elle a aussi des préoccupations légitimes en matière de défense. Elle appréhendait l'expansion de l'OTAN et elle appréhendait la réaction de l'Occident. Mais c'est plus une question d'empire et de force. Elle n'a rien à offrir avec l'économie. Avec la Chine, c'est différent. Pour la Chine, l'idée est, comme on l'a déjà dit, c'est une question de nationalisme. C'est l'idée selon laquelle
Taïwan constitue une partie du territoire chinois et il devrait redevenir une partie de chinois. Et ce nationalisme souverainiste est en fait la forte perturbatrice la plus importante qui a perturbé les longues périodes de paix des 19e et 20e siècles. Pensez aux guerres qui ont séparé la première et la deuxième longue paix, c'était principalement les guerres d'unification allemande. D'accord ? Donc le nationalisme, nous le savons, est une force éminemment puissante qui dépasse, court-circuite la logique économique et les pays sont prêts à énormément sacrifier afin de pouvoir vivre dans cette communauté politique avec leurs semblables, ceux qu'ils voient comme leurs semblables politiques et d'autres choses. Et donc, ce que l'on constate principalement avec la Chine, c'est principalement la question taïwanaise. Selon les Chinois, Taïwan est chinoise et devrait redevenir chinoise. Et les dirigeants chinois actuels, semble-t-il, sont prêts à énormément risquer, y compris la poursuite de leur croissance économique afin de pouvoir récupérer Taïwan. Je vais passer la parole à la salle. Je ne doute pas qu'il y ait de nombreuses questions. Mademoiselle, là-bas, vous qui êtes juste là, et ensuite passer le micro derrière. Juste là, la dame qui est là-haut. Voilà. Je vous en prie. Thank you for the interesting presentation. Everybody hears me again. I think that Merci. Je crois qu'il y a une réponse à mi-chemin concernant les déterminants d'une période de pacifisme ou pas pourrait être le fait que la forme selon laquelle la guerre se manifeste change du tout au tout. Jusqu'à il y a une centaine d'années, c'était des guerres de conquête d'autres territoires que l'on menait, même si cela semble être revenu au goût du jour avec l'Ukraine, mais maintenant cela revêt beaucoup de formes différentes. Par exemple, pour les pays européens, cela pourrait être tout à fait vrai que les pays européens sont pacifiques en Europe, mais qu'ils mènent leur guerre en dehors d'Europe, par exemple au Moyen-Orient ou en Afrique, mais pas dans une guerre de conquête. Par exemple, des types d'activités entrepreneuriales impérialistes de la part de l'Union européenne dévastent beaucoup de petites communautés rurales en Gambie. Donc je pense que c'est vrai que la guerre, au sens traditionnel, a maintenant peu de représentants dans le monde, mais ne serait-il pas possible, en tout cas, mon point de vue est que la guerre a muté et qu'il y a une nouvelle forme de guerre de colonisation. Seriez-vous d'accord? Oui, alors, tout d'abord, vous reconnaissez qu'il y a eu une mutation, parce que nous savons que les grandes puissances se battent le plus souvent, se sont toujours battues le plus dans toute l'histoire entre elles. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Elles ne se battent plus entre elles. La question est de savoir pourquoi. Tout d'abord, il faut répondre à la question de savoir pourquoi. Parce que sinon, tous les autres aspects, tous les autres phénomènes restent en suspens. Il faut comprendre le mécanisme qui vient expliquer pourquoi cela a cessé. La logique qui vient expliquer l'énorme mutation qu'il s'est produite dans le monde développé, maintenant qu'il n'y a plus de guerre dans ces espaces-là. Alors, concernant les interventions des pays développés dans les parties moins développées du monde, il faut toutefois, et toujours reconnaître dans les cas dont vous avez parlé de l'Union européenne, que c'est tout à fait mineur. C'est tout à fait à la marge des intérêts européens. L'investissement dans ces conflits est proche de zéro. Comme vous le savez, les investissements dans la défense dans les pays européens a baissé à moins de 1% du PIB. Auparavant, pendant la guerre froide, c'était 3 fois plus.
et au XIXe siècle, et c'était 5% au XIXe siècle. Donc là, nous parlons de quelque chose qui est tout à fait marginal pour les intérêts économiques. Et contrairement à une croyance répandue, c'est marginal pour les intérêts économiques. Les intérêts économiques ne se trouvent pas dans le monde en développement. Les intérêts économiques se trouvent dans la production nationale et les échanges avec les autres pays développés, principalement. Ce que l'on constate est principalement marginal, surtout dû à des menaces venant des pays sous-développés, comme la guerre contre le terrorisme, malgré ses échecs et ses problèmes. Et parfois, c'est simplement une tentative de maintenir la paix dans cette partie du monde. Et des missions de maintien de la paix qui n'ont pas tellement réussi non plus, mais quoi qu'il en soit, nous parlons de quelque chose de tout à fait limité. Thank you for your speech. Merci pour cet exposé. Vous avez parlé du déclin de la guerre et de la hausse du terrorisme. J'aimerais connaître votre point de vue sur ce qu'a écrit Marie Calder, sur les anciennes guerres et les nouvelles guerres. Quelle est votre position là-dessus? Et deuxième question, pensez-vous que le terrorisme est une forme de nouvelle guerre? Et qu'est-ce que on pourrait considérer comme une nouvelle guerre selon vous? Merci. Selon le concept de Marie Caldos, les nouvelles guerres qui ont lieu depuis le début de la guerre froide, ce ne sont pas de nouvelles guerres, ce sont les anciennes guerres, ce sont les mêmes guerres que connaissait l'Europe avant la modernité. Toutes les caractéristiques s'y retrouvent. Toutes ces caractéristiques qu'elle nomme sont celles des guerres prémodernes, et ça n'est pas une coïncidence. Les guerres qu'elle décrit sont toutes dans les parties les moins développées du monde, où l'on retrouve les milices, les tribus locales, les forces infra-étatiques. Et ça n'est pas différent de la guerre de 30 ans, où l'on avait des armées privées, telles que les Wallenstein, qui parcouraient l'Europe et qui ravageaient et violaient. Les nouvelles guerres, en fait, sont les anciennes guerres de l'Europe, mais c'est simplement qu'elles se passent dans les parties moins développées du monde. Maintenant, concernant votre deuxième question, le terrorisme, en soi, n'est rien d'autre qu'une nuisance, qu'un désagrément. En fait, le nombre de personnes tuées par le terrorisme est extrêmement faible. Les effets dans l'opinion publique et la psyché sont très importants, mais l'effet en matière de perte de vies humaines est très faible. Et on peut constater aussi l'avènement du terrorisme non conventionnel. Les groupes terroristes qui employaient des centaines de personnes, et n'essayez pas de refaire ça chez vous, mais qui utilisent de l'anthrax ou d'autres agents biologiques. S'ils l'utilisaient de façon efficace, ils pourraient causer des dégâts et les morts se compteraient par millions. Donc oui, le terrorisme à l'ancienne est une force de nuisance. Il y a plus de personnes qui meurent aux États-Unis de chute d'un toit ou d'une échelle, ou de personnes qui se noient dans leur baignoire chaque année aux États-Unis que de morts du terrorisme. Mais il y a quand même cette idée gonflée du terrorisme comme cause de mortalité. Donc, bien sûr, c'est un facteur de nuisance significatif et il faut le combattre. Mais la véritable menace, c'est le terrorisme non conventionnel. J'espère avoir répondu à votre question. Beaucoup pour votre conférence, je crois que j'ai compris. Et en particulier la partie historique que j'ai trouvée vraiment intéressante sur le déclin des grandes guerres entre grandes puissances. Mais, premièrement, la deuxième paix du XIXe siècle que vous notez, effectivement, les puissances européennes, qui sont les grandes puissances de l'époque, ne se font plus la guerre entre elles. Mais elles font des guerres atroces et barbares à la terre entière.
La colonisation a été une des périodes de guerre les plus atroces qui soient, et portée par ce qui ressemblait un peu déjà à des démocraties. No. Yes. No. Non. En nombre, non. Non, désolé, mais le chiffre n'est pas suffisant pour qualifier la paix. Sorry, mais Okay, go ahead. this is my first. Ça, c'était ma première remarque. Je crois que la colonisation par les Français et les Britanniques, puisque nous étions les deux principaux empires coloniaux, ont été des catastrophes. Et cela représente ce qu'une démocratie n'a pas le droit de faire à d'autres êtres humains. Mon deuxième argument est que vous semblez croire que la démocratie restera toujours la même, qu'une fois qu'un pays est un pays riche et qu'il est démocratisé, qu'il est devenu démocratique, il va rester démocratique et riche éternellement. Je n'en suis pas si sûr. Les États-Unis et votre propre pays ont démontré dans différentes périodes que la démocratie peut être éminemment fragile. Aux États-Unis, sous Bush fils, aux États-Unis sous l'administration Trump, et d'ailleurs Guantanamo et la légalisation de la torture, c'était le fait d'une démocratie, et les États-Unis ont essayé de coloniser l'Irak par la guerre, c'était une grosse erreur. Et vous, au Moyen-Orient, vous avez un problème avec l'Iran du fait de l'échec américain en Irak, du fait de l'invasion ratée en Irak. Et donc ma question est de savoir si vous pensez que la démocratie restera toujours immuable. Et la démocratie américaine et française et allemande restera toujours, et même dans votre pays. Moi aussi, j'ai complètement compris. Donc, merci de ne pas répéter votre développement, j'ai bien compris. Concernant l'avenir, je ne suis pas prophète, je ne sais pas, je ne connais pas l'avenir. Là, vous me demandez si je pense que la démocratie restera toujours, que les démocraties vont toujours rester démocratiques et aisées, riches. La réponse est je ne sais pas, je ne suis pas prophète. Non, laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Je regarde jusqu'à présent la richesse, le fait que la démocratie, la richesse et la modernisation sont allées de concert. Est-ce que ça la restera le fait? Est-ce que avec les soubresauts de demain, cela va changer? Je ne sais pas. J'avoue mon ignorance. Là, je ne connais pas l'avenir. Mais concernant la première question, l'impérialisme, qui a une mauvaise réputation, parfois pour des très très bonnes raisons, parfois pour de moins bonnes raisons. Mais concernant par exemple les morts entraînés par la France et la Grande-Bretagne étaient bien inférieurs à ce qu'a provoqué l'impérialisme pendant toute l'histoire. L'impérialisme, dans toute l'histoire, était extrêmement mortel. Prenez par exemple la population algérienne entre 1830 et l'indépendance. Elle est passée de 6 millions à 20 millions. Oui, sous l'occupation, sous l'administration française. Et donc, la présence française était parfaitement désagréable à certains égards et plus agréable selon certains égards, mais elle était bien moins mortelle. Et pour l'impérialisme britannique, prenez l'Inde. Le joyau de la couronne. Ça n'est pas... Marx l'a reconnu au milieu du XIXe siècle. L'administration britannique pour l'Inde est le moins grave de tous les maux parce que l'Inde pré-britannique était un lieu d'oppression et d'exploitation impitoyable par des dirigeants étrangers et intérieurs. Et les Britanniques ont apporté une fonction publique en Inde qui était honnête, un système judiciaire qui était honnête.
Et puis prenez, par exemple, la doctrine célèbre de Gandhi de désobéissance civile. Cela n'a pu fonctionner que contre la Grande-Bretagne libérale. Si l'Inde avait été conquise par l'Allemagne nazie ou l'Union soviétique ou par le Japon impérial, M. Gandhi, comme l'appelaient toujours les Britanniques, aurait disparu après avoir élevé la voix la première fois et personne n'aurait jamais entendu parler de lui. Quand on dit en Inde que l'Inde a eu énormément de chance, comme cela a été le cas pour les Juifs en Palestine, que la puissance impériale qui les a occupés était la Grande-Bretagne libérale. D'abord, on est surpris, mais immédiatement, on en reconnaît la signification. L'impérialisme de la part des pays libéraux était globalement, bien sûr. Alors, bien sûr, il y a eu la répression, l'oppression, la violence et tout ça. Mais globalement, c'était incomparable par rapport à toute autre forme d'impérialisme dans l'histoire. Et en fin de compte, cela a été démantelé précisément, justement, du fait des tensions que connaissent et qu'ont connues tous les pays libéraux entre leurs propres principes d'autodétermination et de démocratie et l'existence impérialiste. Pour ces pays-là, ou dans le monde colonial, pour les pays qui ont exigé leur indépendance de la Grande-Bretagne ou de la France, se sont inspirés du libéralisme. Pour tous ces pays, le droit de la victime avait toujours été la force légitimatrice du pouvoir. Tous avaient des empires à eux, qui réprimaient de façon impitoyable leur propre peuple, et ils ont pu en conquérir d'autres. Et donc, l'idée donc de l'indépendance du gouvernement était inspirée du libéralisme, et y compris des personnes qui avaient été formées dans des universités européennes. The gentleman. First of all, thank you for Tout d'abord, merci pour votre présentation. pour votre cycle de conférences ce semestre. Je tiens à vous remercier. Dans votre présentation, vous nous expliquez que la promotion de la paix a été lancée par les puissances mondiales et que la démocratie est garante de la paix. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit, vous parlez trop vite. Et donc, la promotion de la paix a été menée par les avantages que cela apportait et que l'interdépendance des démocraties est garante de la paix. Mais comme vous l'avez dit, parlez français sinon. En français, allez. Oui, donc, surtout qu'on a des excellents interprètes. Parfait, je vais faire ça simplement. Donc, allez-y. Votre présentation nous a expliqué simplement que la promotion de la paix se faisait pour les bénéfices que ça donnait. Donc la démocratie et l'interdépendance économique permettaient une paix durable. Et donc, comme on le voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine et les crises, polycrises qu'on a en Europe actuellement, il y a certains tournants vers du protectionnisme qui peut arriver. Et le conflit Chine et États-Unis peut aussi nous pousser à prendre le camp, on va dire occidental américain, et qui pourrait un peu casser cette interdépendance dans l'économie mondiale avec les pays des BRICS, par exemple. C'est une possibilité. Et avec les élections européennes qui arrivent aussi, il y a aussi un risque Même en français. Excusez-moi. Donc, posez votre question. Non, mais j'ai presque fini. Et donc, avec les élections européennes, il y a aussi un risque un peu de division politique en Europe, avec des mouvements populistes qui ont le vent en poupe, et ça pourrait mettre la démocratie en risque, on va dire. Donc, est-ce que dans ce contexte-là, l'Union européenne n'a pas un risque de se tourner, de quitter sa voie qui était fondatrice de la paix, elle s'est construite pour faire la paix. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en Europe, pour les années à venir, de perdre un peu cette aspiration qui était à notre origine? Je vous remercie. Ça va? Oui. Non, pardon. Concernant la Chine, je l'ai dit, cette perspective du retour du protectionnisme est tout à fait
effrayant. Et j'ai dit qu'il y avait deux faces à cela, la contradiction, et qu'il n'y a pas de solution simple à cela. Tout d'abord, le système de libre-échange a fait que la Chine est devenue constamment plus puissante. J'ai entendu des citations d'Adam Smith, qui était le théoricien et le grand défenseur du libre-échange, qui disait que la défense est plus importante que l'opulence. Et donc, si un autre pays devient menaçant pour nous, eh bien, alors, le libre-échange n'est peut-être pas la meilleure réponse à cela. Mais d'un autre côté, s'il y a de plus en plus de protectionnisme, comme nous l'avons dit, il pourrait y avoir, voilà, ici, il pourrait y avoir une incitation pour la Chine, par exemple, à aller s'accaparer tous les minéraux et toutes les ressources pétrolières et gazières de la mer de Chine du Sud, même par la force. Donc, est-ce que la Chine, et surtout, eh bien, c'est un dilemme qu'il va falloir résoudre, et j'espère que nous y parviendrons, même si les perspectives sont assez moroses. Concernant l'Europe, comme je l'ai dit, je ne suis pas prophète, et n'importe quoi peut arriver, y compris concernant peut-être l'unité même de l'Union européenne en matière de relations commerciales, qui pourrait s'effondrer, j'en doute, mais ça pourrait être le cas. Mais je doute que nous allons voir un retour de la guerre entre les parties les plus riches d'Europe. Good evening, sir. Bonsoir. J'ai une question concernant la Russie. Vous avez beaucoup parlé de la Russie ce soir. La Russie, donc. La Russie, donc. Pensez-vous que la Russie pourrait ou devrait même ouvrir un nouveau front sur la frontière est avec le Kazakhstan pour avoir accès aux ressources et pour recréer cet ancien empire russe? Ça semble être le vieux rêve de Vladimir Poutine. Alors, ce qui s'est passé avec la Russie, parce que la guerre a montré, c'est comme l'avait d'ailleurs dit le président Obama, mais nous le savions avant, enfin, il a juste dit ce que tout le monde pensait, à savoir que la Russie était un géant au pied d'argile. Sur le plan économique, la Russie est un nain. L'économie de la Russie est équivalente à celle de l'Italie, même si la population de la Russie est plus de 2 fois supérieure à celle de l'Italie. Sa puissance économique, il y a pratiquement 3 fois plus d'habitants en Russie qu'en Italie, et pourtant son économie est à peine supérieure. Alors maintenant, avec l'échec complet, pas simplement l'échec militaire de l'armée russe, mais également l'échec de tout le système russe, on voit que ce système est pourri jusqu'à la moelle. L'idée que la Russie décide d'ouvrir un nouveau front avec des troupes qu'elle n'a pas, avec des matériels qu'elle n'a pas, qui la détournerait de dernier espoir de succès en Ukraine, ça me paraît hautement improbable. Monsieur ? Je poserai ma question en français. D'abord, merci pour votre présentation, c'était très intéressant. J'ai une question concernant Israël. En ce moment, il y a une réforme de la justice qui fait beaucoup débat, qui en quelque sorte a mis la crainte dans la population israélienne d'une guerre avec la Palestine qui serait beaucoup plus forte, avec une augmentation des risques terroristes. Est-ce que on peut dire que c'est vraiment c'est vraiment une rupture de cette tendance démocratique et libérale qui s'est observée en Israël et qu'on va vers un régime de plus en plus autoritaire, ou c'est simplement un événement, disons, spontané et qui ne va pas durer? Merci.
Écoutez, lorsque j'ai parlé du recul de la guerre, c'est un thème relativement facile, mais la politique israélienne est un thème beaucoup plus compliqué et ça nous prendrait beaucoup de temps. Je ne pourrais pas vous en parler en l'espace de quelques minutes. Nous ne savons pas, là, nous sommes en quelque sorte en terrain vierge. Il n'y a pas de risque de destruction, de désintégration de la démocratie israélienne. Par contre, il y a le risque que la démocratie israélienne perde certaines de ses qualités et devienne dans une certaine mesure moins démocratique. Mais par contre, il n'y a absolument pas de risque qu'Israël devienne un pays totalitaire comme vous sembliez le craindre. Alors comment cela va se traduire sur le plan intérieur ou international pour Israël, on ne le sait pas encore. Désolé, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Là, juste là. Je vais poser ma question en français. Bonjour monsieur, Pierre-Alain Petit. Merci d'abord pour votre brillante exposé. Le corollaire de cette longue paix que vous nous avez longuement exposé, n'est-il pas une guerre économique entre les puissances industrialisées, développées, et on le voit, toutes les tentatives de mitiger cette guerre économique de la part de l'Union européenne, ou même plus locale de nos pays, semblent être vouées à l'échec face à la puissance de nos amis américains, notamment. Je parle vraiment entre le groupe des démocraties occidentales. Est-ce que ne pensez-vous pas qu'à long terme, cette situation d'hégémonie, de lawfare constant, de menace, ne pourrait-il pas mener à justement des situations que les États-Unis aimeraient éviter? Ça veut dire des situations de troubles et de déclin économique pouvant ramener des situations qu'on ne souhaiterait pas voir. Merci. So, as I said, I think that Alors, on m'a déjà interrogé, le risque de protectionnisme dans le monde, et en particulier le risque d'une, disons, dégradation de l'économie et des échanges en raison de tensions entre les États-Unis, la Chine et le monde occidental, c'est probablement le risque le plus important qui pèse actuellement. Ce n'est pas ce que vous sembliez dire. Je ne pense pas que ceci... disons que le protectionnisme résulterait d'une crainte de la concurrence économique vis-à-vis de la Chine, du côté américain, même si sous Trump on avait un peu des soubresauts de ce genre de tension. Mais bien souvent, en fait, ce qui se passe, c'est la crainte que la Chine puisse avoir recours, puisse se servir de sa puissance économique et pas simplement militaire pour mener des guerres de conquête, aussi bien à Taïwan que dans les mers de Chine du Sud. Elle crée des îles artificielles dans ces mers. Vous savez que des bases militaires ont été créées. La Chine revendique, vous le savez très bien, vous vous rendez bien compte que ces revendications territoriales, ces constructions de bases militaires, ces tendances expansionnistes, il y a des lignes rouges et la ligne déclare ou revendique des îles dans cette mer qui représentent 70% des passages maritimes de la marine marchande. Alors, ça n'est pas qu'une question de concurrence économique. Il faut se rappeler que dans les années 1980, les États-Unis craignaient la concurrence économique du Japon. Et pourtant, pour autant, les États-Unis n'ont pas perturbé le libre-échange, n'ont pas cédé à la tentation protectionniste. Mais si la Chine commence à devenir une réelle menace militaire, si la Chine, enhardie par sa puissance économique, devient une menace militaire, alors le problème pourrait se poser, alors les États-Unis pourraient effectivement réagir. Dernière question, oui, monsieur. Alors, déjà, merci, c'est passionnant. Ensuite, deux petites choses qui me viennent. Je suis ici, pardon. Il est là-bas. Ah, all right. Ouais. La première chose, c'est l'Amérique latine.
on peut voir que c'est des pays qui ne sont pas très développés et qui pourtant sont en paix. Donc j'aimerais votre avis là-dessus. Yes. La deuxième chose, c'est si le développement peut nous amener la paix, est-ce qu'on en fait assez pour le développement de tous les pays? Et est-ce qu'il faudrait moins de guerre économique, moins de sanctions? Voilà, votre avis là-dessus. Merci. Merci beaucoup. So, first of all, the point about... Tout d'abord, pour l'Amérique latine, l'exemple est excellent, parce qu'effectivement, tout le monde sait que l'Amérique latine est en quelque sorte à une sorte de paix sui generis. Bon, il y a des conflits, des guerres civiles, mais entre les pays d'Amérique latine, il n'y a pas vraiment de conflit. On est dans une situation assez particulière qui peut s'expliquer de différentes façons, mais enfin, il y a effectivement cette pax, cette paix latino-américaine qui est un petit peu un cas particulier. Maintenant, ah oui, et alors, quid? Alors, oui, par le passé, on espérait que le monde développé pouvait tirer d'affaire le reste du monde, le monde sous-développé, pour accélérer son développement. Et par le passé, on s'imaginait qu'on pouvait sortir ces pays d'affaires. Des sommes énormes ont été versées, mais en fait, les sommes se sont retrouvées dans les poches de l'élite dirigeante sans aucun effet bénéfique sur l'économie de ces pays. Et c'est une des leçons les plus coûteuses du passé. Alors, ce que le monde développé essaye de faire, c'est d'encourager ou de favoriser tous les facteurs susceptibles d'amener le développement économique, mais enfin, sans une base locale de développement, on ne va pas y arriver. Regardez les pays de l'Asie de l'Est, du Sud-Est aujourd'hui, ou l'Asie du Sud d'ailleurs. Le développement économique de ces pays est essentiellement autogénéré. Alors, il est certes facilité par l'ouverture du système économique mondial, l'ouverture et la liberté des échanges, les interconnexions, les exportations. Évidemment, tout cela a facilité les choses. Il faut voir que par le passé, en Taïwan ou en Corée du Sud, dans les années 50, ces deux pays étaient parmi les plus pauvres de la planète. La Corée du Sud et Taïwan étaient plus pauvres que l'Égypte, pour vous donner une idée. Et regardez où ils en sont aujourd'hui. Donc, le processus qui s'est manifesté à Taïwan, en Corée du Sud, se manifeste actuellement dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, au Vietnam et ailleurs, et également en Inde. Et ce changement en Inde n'est survenu que lorsque l'Inde, qui avait jusque-là une longue tradition socialiste depuis l'indépendance avec le parti Congress depuis l'indépendance de 1947 et jusqu'à 1993, et pendant cette longue période, il n'y avait, sous le régime socialiste, qu'une croissance économique extrêmement médiocre, et d'ailleurs c'était l'un des membres de l'opposition parlementaire indienne qui disait: comment se fait-il qu'il y ait des Indiens prospères partout dans le monde, sauf ici, même en Inde, sous votre gouvernement? Il faut dire que la croissance économique n'était que de l'ordre de 3%. Et puis, à partir de 1993, date à laquelle l'Inde s'est ouverte à l'économie mondiale, et là, on a vu une multiplication par 2 du taux de croissance, qui est de l'ordre de 7 à 7,5% par an. Et l'Inde, maintenant, est sur la voie, bon, elle a encore du chemin à faire, mais elle est en tout cas sur, disons, la voie de sortie de la pauvreté à laquelle on associait ce pays. Donc, on voit ici et là la croissance économique poindre, notamment, d'ailleurs, les pays les plus peuplés du monde se trouvent dans l'Asie du Sud et du Sud-Est, et là, il y a des changements de fond, mais évidemment tout cela dépend de la capacité locale, enfin la capacité de ces pays à mener eux-mêmes les réformes nécessaires, à mener les initiatives nécessaires pour aboutir à ce résultat. Et c'est pas le reste du monde qui va y changer grand-chose. Alors dans mon propre Proche-Orient,
évidemment, vous avez une économie stagnante à l'échelle de la région, à l'exception des principautés pétrolière, mais enfin sinon c'est une stagnation économique, sociale, la répression des régimes brutaux. Il n'y a aucun des régimes de la région n'a la moindre intention de mener les réformes qui seraient nécessaires pour assurer la croissance économique, parce que évidemment l'élite au pouvoir risquerait de perdre le pouvoir justement. Donc ça ne coule pas de source. Hein. Si vous voyez, les pays développés eux-mêmes ont le plus grand mal à amener leur propre population à sortir de leurs propres difficultés économiques. Alors, vous imaginez ce qu'il en est pour aider d'autres régions du monde à sortir de la pauvreté et à rejoindre la voie de la prospérité. Ça n'est que si ces pays eux-mêmes sont prêts à se lancer sur la voie de la modernisation. Ça s'est passé autrefois. Le premier pays qui a donné l'exemple, c'était le Japon, déjà au XIXe siècle. Mais ceci ne s'est pas reproduit systématiquement dans le reste du monde. Loin s'en faut. On peut simplement espérer que cela finisse par se produire. Mathieu Dellison ? Merci pour votre conférence. La guerre a changé de nature, a changé d'objet. On voit de nouvelles formes, de nouveaux empires apparaître, la Chine, la Russie, la Turquie même. Est-ce que cette forme de néo-impérialisme n'est pas une conséquence de l'échec de notre propre ordre mondial, l'échec de nos institutions mondiales? L'Amérique qui a abandonné son rôle de gendarme de la planète et a laissé ce vide sécuritaire au Moyen-Orient, de même que la France a quitté l'Afrique subsaharienne sous la pression russe. Cela pourrait entraîner une forme de chaos et la possibilité pour d'autres pays à conquérir ces régions d'Afrique. Alors vous faites le lien entre la paix et la sécurité. Le Japon est peut-être faible sur le plan politique, mais on peut imaginer des liens avec la Chine. C'est quand même la force qui détermine le choix. Est-ce que les institutions mondiales ne sont pas là pour garantir la paix et la sécurité? Mais maintenant que le Conseil de sécurité lui-même est bloqué, quelles sont les garanties de la paix? Quid des sanctions, de l'isolation du reste du monde? Quelles solutions, quels outils avons-nous face à ces puissances dangereuses? Je crois que j'en ai assez dit sur la différence entre le monde développé et le monde en développement. L'impérialisme mené par les régions du monde sous-développé, le mini-impérialisme, le néo-impérialisme, là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ceci a été une constante du monde sous-développé et c'est toujours le cas. Maintenant, quant à savoir si les institutions internationales peuvent résoudre ces problèmes, est-ce que l'on est prêt à mourir pour un seul de ces pays? On se rappelle la question de Chamberlain: qui est prêt à mourir pour la Tchécoslovaquie? Est-ce que l'on est prêt à mourir, ou en tout cas à être mêlé à ces conflits, à envoyer des troupes? Enfin, dans certains cas, on l'a fait. On a essayé d'intervenir par la force pour mettre fin à ces conflits. Quant au rôle des États-Unis, les États-Unis se sont toujours plantés. Soit on l'accuse de vouloir être le gendarme du monde, soit on l'accuse de ne pas être le gendarme du monde. Vous voyez, il y a une limite à ce que les États-Unis peuvent faire. On a vu les problèmes qu'ont connus les États-Unis lors de leurs interventions. Lorsque les États-Unis ont voulu être le gendarme de la planète, cela a entraîné des difficultés pour ce pays. Alors évidemment, on s'imagine que c'est le rôle d'une superpuissance de l'ordre néolibéral. Question à vous, mademoiselle. Monsieur Bernstein, il est là. Non, oui, si vous voulez. Et vous redonnerez le micro après à mademoiselle, qui posera donc la dernière question du jour. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je vous en prie, monsieur Bernstein. Vous avez lié la paix et la richesse et la croissance. En 1960, le Club de Rome
tenant compte de l'épuisement des ressources naturelles, a préconisé la croissance zéro. En 1972, le rapport Meadows, qui a fait un grand bruit à l'époque, a sorti un rapport qui s'appelait « Les limites de la croissance » et qui préconisait effectivement une décroissance pour retarder le grand effondrement qui était prévu dans le rapport de Rome, le rapport du Club de Rome. Ceci a entraîné, dans les pays développés, ceci a entraîné des mouvements qui étaient des mouvements de régression en termes de croissance, qui se sont développés. Bon, on sait aujourd'hui naturellement que la croissance n'est pas uniquement liée aux ressources naturelles et qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent pour augmenter la croissance, mais il y a eu un élément récent qui a rebattu les cartes et qui s'appelle la pression climatique. Et cette pression climatique a entraîné de nouvelles politiques industrielles dans différents pays, en particulier aux États-Unis, qui a développé un énorme programme de protectionnisme, de développement de transition écologique, et qui va peut-être entraîner en Europe un programme qui sera sans doute moins important. Est-ce que vous ne croyez pas que cette pression écologique, cette pression climatique tend à rebattre les cartes en ce qui concerne les concurrents entre les États-Unis, par exemple, et l'Europe? Écoutez, ce que moi j'ai essayé d'expliquer, c'est la nouvelle donne en matière de guerre, ce qui pourrait changer les tendances et ce qui pourrait amener de nouveaux comportements. Donc, pour autant, je ne suis pas du tout en mesure de prévoir ce qui pourra se passer en matière de guerre ni sur d'autres chapitres. Et je n'ai pas d'explication pour tous les problèmes de la planète. De toute évidence, nous allons au-devant de grands problèmes. Ce que vous évoquez sur les ressources naturelles en fait partie, encore que la principale croissance économique se fait dans les technologies de l'information, dans les services plutôt que dans l'utilisation des ressources naturelles. Donc il se peut que nous puissions maîtriser l'utilisation des ressources naturelles. Quant à la pression climatique que vous évoquez, la question est de savoir dans quelle mesure cela aura une influence sur nos existences. La question est un peu métaphysique. En fait, certains peut-être ont une idée plus précise de la façon dont l'humanité saura, si vous voulez, gérer le changement. Mais enfin, il semblerait que ce changement climatique soit un grand défi. Bon, comment l'humanité s'en sortira, franchement, je ne le sais pas. Thank you very much for this. Écoutez, merci pour cette conférence. J'aurais pour ma part une question concernant votre propre opinion sur la guerre cyber. Est-ce qu'elle sera employée de la même façon par les puissances démocratiques et non démocratiques, la guerre cybernétique? Et dans quelle mesure cela pourra-t-il bouleverser l'ordre économique mondial et les relations notamment entre les grandes puissances et notamment la Chine et les États-Unis? Alors, j'ai honte de vous avouer que je n'y connais pas grand-chose. La guerre cyber, même si Israël, mon pays, est l'un des leaders en la matière, je suppose que les actes de guerre cyber seront considérés comme hostiles par ceux qui subiront leurs effets. Il y aura également des formes de dissuasion. Alors, dans la guerre cyber, il est difficile de savoir d'où vient l'agression, mais enfin, on a quelquefois des idées de qui pourrait être l'agresseur. Bon, même si les choses ne sont pas toujours évidentes,
on considérera un acte cyber comme étant un acte d'agression s'il provient d'un certain pays, et il y aura des mesures de dissuasion également en matière de guerre cyber. Il y aura également une course aux armements entre d'ailleurs les armes cybernétiques disons offensives et défensives. Maintenant, quelle sera l'efficacité et la puissance de cette forme de guerre par rapport aux autres formes plus traditionnelles? Pour ma part, je ne suis pas convaincu de la chose. Dans le cas de l'Ukraine, on a vu que finalement, la dimension cyber n'a pas eu l'effet escompté, par certains en tout cas, peut-être parce que les principaux acteurs, et je pense à Google et d'autres, les principaux acteurs se sont mobilisés au service de l'Ukraine, et c'est peut-être là qu'il y a eu un effet, mais sorti de là, je crains de ne pas être vraiment apte à répondre à cette question. D'être venu nous retrouver, on a été très heureux. En fin de cycle, d'avoir apporté à travers ce propos construit et cette conviction un espoir, même si on a parlé surtout de guerre et de conflit, un espoir sur la façon de construire la paix pour les démocraties et notamment à travers les échanges internationaux. Alors il y avait une question d'un internaute, mais on aurait recommencé la conférence qui était, pour m'a chuchoté à l'oreille, pourquoi les grandes puissances, si elles sont si confiantes dans la paix, continuent-elles dans la course aux armements? C'est parce qu'elles ne sont pas si confiantes que ça et qu'elles ont à faire face justement à des pays qui ne sont pas des démocraties et qui ont recours à des moyens violents pour faire valoir le droit de la force, là où les démocraties préconisent le droit tout court. Merci Hazard d'avoir été avec nous. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont contribué d'abord à cette conférence. Nos autres deux interprètes ce soir, Anthony Rogers et Robert Wallenstein, qui nous accompagnent généralement et grâce auxquels on a des traductions parfaites. Vous savez, ce sont les interprètes du Quai d'Orsay. Je voudrais remercier Armelle Seglec, la déléguée générale, qui est... Elle va rougir. Julien Garcin, qui ne va pas rougir, mais qui assure le pupitre technique et la diffusion de la chaire. Nos deux assistants, Mathieu l'était l'année dernière, mais c'est Antonin et Victorien, Antonin Konieczka et Victorien Magnambous qui nous ont accompagnés sur tout ce cycle. Et puis les étudiants qui nous aident aussi. Voilà. Un grand merci à tous. C'est toujours un moment triste parce qu'on se sépare, mais on sait qu'on se retrouvera l'année prochaine avec un autre beau thème. Et peut-être qu'Hazard reviendra d'ailleurs parmi nous. À bientôt. Merci à tous.